Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Elle est un des principes fondateurs de notre démocratie et de notre République et elle est pourtant menacée, malmenée, à certains endroits bafouée. Nous allons parler cette semaine de la laïcité. De quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce qu'elle permet? Qu'est-ce qu'elle interdit? Comment et pourquoi peut-elle être constamment enseignée, partagée? Élément de réponse avec nos invités de cette semaine sur le plateau de Ça nous regarde. Alexandre Lomont, vous êtes enseignant à Taon, membre du réseau Vigilance Collège-Lycée. Vous nous déterrez dans quelques instants ce que c'est. Rachel Joly, directrice de la Ligue de l'enseignement des Vosges. Et enfin, Jean-Marcel Ingret, membre du comité Vosges de la Ligue des droits de l'homme. Merci à tous les trois d'être sur ce plateau pour parler de la laïcité, tout simplement parce qu'on a le sentiment qu'on n'en parle pas assez, ou tout du moins, Alexandre Lomont, on a le sentiment que la plupart ne savent pas vraiment ce que c'est la laïcité. Qu'est-ce que c'est la laïcité? Alors, qu'est-ce que c'est la laïcité? Ce n'est déjà pas une croyance, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une opinion, c'est d'abord et avant tout du droit. Du droit. C'est du droit au service en fait de valeurs. Alors généralement, on rattache la laïcité à la loi de 1905, mais en réalité, 1905, on est déjà entamé dans un processus qui débute. Alors en gros, je rentre pas dans le détail, mais on pourrait ramener ça à la période du XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, où on voit les sociétés européennes qui se sécularisent de plus en plus, c'est-à-dire en fait que les individus n'ont plus de normes religieuses comme absolues, et c'est là où on voit se développer, par exemple, des courants comme l'agnosticisme ou l'athéisme, en tout cas qui se renforcent. Alors chaque pays est sécularisé à un niveau plus ou moins élevé. Et puis, parallèlement, on voit les États qui se laïcisent. Ça veut dire concrètement que la puissance publique redéfinit ses rapports avec les religions. Donc, dans chaque pays, on a une redéfinition. L'État considère, par exemple, dans tel pays, que l'éducation, la santé, les services sociaux doivent être dévolus à l'État, à la puissance publique, et non plus aux acteurs religieux. Et en France, en gros, la grande période de laïcisation des rapports entre l'État, la puissance publique et les églises, c'est la période 1880-1914. Il y a des prémices sous la Révolution. La Déclaration des droits de l'homme le dit très bien. On a un premier divorce, une autorisation de divorce qui est autorisée sous la période révolutionnaire, qui est supprimée par la suite, qui revient à la fin du 19e. Donc voilà, c'est une histoire longue dans laquelle s'inscrit ce double mouvement de sécularisation de la société et de laïcisation des rapports entre l'État et les cultes. Rachel Joly, nous sommes en 2022. On parle d'une loi qui date, un principe fondateur qui date de 1905. Et pourtant, on est encore obligé, non, on n'est pas obligé, mais on a encore cette nécessité de faire cette émission. Je l'ai faite de ma propre initiative, notamment, j'aimerais dire, en réponse aussi, en écho au groupe laïcité qui a été relancé il y a 2 ans maintenant, et auquel la Ligue de l'enseignement fait partie, avec le collectif Vigilance Collège-Lycée, avec la Ligue des droits de l'homme, avec le réseau d'acteurs culturels Réseau d'être, entre autres. Quelle est la définition? Les DDEN. Et Voilà, allez-y, délégué DDEN. départemental de l'éducation nationale. Voilà, merci beaucoup Jean-Marcel Ingret. Pas les oublier. Ligue de l'enseignement, quelle est la définition? Alors non, j'allais dire quelle est votre définition, mais non, il n'y a pas plusieurs définitions, il n'y a qu'une seule définition de la laïcité. Donc évidemment, je partage ce qui vient d'être dit. Ce que je rajouterais moi, pour pas répéter, c'est que la laïcité, n'est pas, on peut la définir aussi par ce qu'elle n'est pas. Donc ce n'est pas une valeur. On a tendance à dire liberté, égalité, fraternité et laïcité et rajouter cette quatrième valeur. Donc ce n'est pas une valeur, c'est bien un principe qui régule, comme vient de le dire Monsieur Lomont, les relations entre le religieux et la vie civile. Voilà. Donc pour la Ligue, en tout cas, c'est vrai que ça date de 1905, c'est vieux. J'ai envie de dire, voilà, les temps changent, mais l'idéal demeure. En tout cas, plus que jamais. Pour la Ligue de l'enseignement, c'est une certitude. La Ligue de l'enseignement est une vieille dame, puisque c'est un mouvement associatif qui a été créé en 1866.
Donc il y a plus... Son nom précédent, pardon, FOL, Fédération Alors la des œuvres fédération, laïques. oui, enfin les fédérations des œuvres laïques étaient donc des déclinaisons dans les départements. Mais c'est vrai qu'à l'époque de sa création, on était déjà dans cette idée d'éduquer le peuple, tout simplement pour reprendre la fameuse phrase de Jean Massé, le journaliste de l'époque sous le Second Empire, qui a créé la Ligue de l'enseignement, de créer une ligue pour non pas faire des électeurs, pour non pas faire des élections, pardon, mais des électeurs, et non pas des candidats, mais des citoyens. Donc c'est un principe, voilà, l'éducation nous est chère, et la laïcité est évidemment un des principes qui nous anime dans toutes nos démarches d'activité et dans les débats qu'on organise. Jean-Marcel Ingray, Alexandre Lomont l'a dit, c'est du droit de la laïcité. On en parlait il y a quelques instants. C'est excessivement simple, en fait. C'est très simple. Mais avec des conséquences excessivement complexes. Ben, la laïcité, c'est simple. Si on commence à parler de la laïcité sous l'aspect religieux, nos téléspectateurs vont fermer leur poste tout de suite. Parce que chacun croit, il croit. Ben voilà, il croit. Il croit à ce qu'il croit. Voilà. Un Dieu, un pas Dieu, à des puissances, c'est très bien. Bon. Non. La laïcité, on l'a dit, c'est la séparation de la spiritualité sous toutes ses formes et les fonctionnements de l'État. Et la laïcité, c'est un principe inscrit dans la Constitution. Donc c'est du droit. On ne peut pas, sous prétexte que machin, j'ai envie, j'ai pas envie. Non. Il y a des lois à respecter. Et la laïcité, elle se respecte. Donc, elle s'apprend. C'est pas inné. C'est pas inné parce que la nature... Elle s'apprend et elle s'applique. Ah ben oui, bien sûr. Mais on n'est pas laïque comme ça du jour au lendemain. Ça s'apprend. Ça s'apprend parce que dans la famille déjà, et puis après à l'école. Alors là, on peut parler du rôle important de l'école. On va y venir évidemment, des différents espaces publics. Et l'idée, c'est de respecter les autres. C'est ça la laïcité. Je suis sûr que les femmes en Iran ou en Afghanistan en ce moment, elles prieraient tous leurs dieux pour avoir notre laïcité. Alors justement, vous parlez de la France. Il y a beaucoup d'États laïques, enfin beaucoup, non, certainement une minorité d'États laïques à travers le monde. Mais parmi tous les États laïques, la France, on est un peu l'exception qui confirme la règle. On est encore un cas à part, la laïcité française. Ah ben, je pense que c'est unique au monde. Cette séparation aussi claire, aussi nette, aussi simple entre les églises et l'État. Nous, en France, on intègre des individus. On fait confiance à l'individu. Alors que dans beaucoup de pays, il y a d'abord une religion d'État, et puis on intègre des communautés. Donc tu fais partie d'une communauté et tu fais partie de l'État. Mais alors que nous, on intègre des individus. Et on enseigne et on apprend aux gens à réfléchir par eux-mêmes, à avoir un esprit critique. C'est-à-dire que, voilà, ta famille fait partie d'une communauté, d'un courant philosophique, etc. Oui, d'accord. Bon, moi, c'est ce que je crois, voilà, très bien. Mais, à côté de moi, il y a d'autres personnes, et en France plus que jamais, des gens qui viennent du monde entier, qui ne voient pas le monde comme le Vosgien moyen que je suis. Et pourquoi eux, ils pensent différemment? Pourtant, c'est des êtres humains, comme moi, le même cerveau, etc. Donc, est-ce que je ne pourrais pas essayer de comprendre
Pourquoi ils pensent ça comme ça? Et du même coup, ben, pourquoi moi, je pense comme ça? Donc on peut réinterroger toutes ces manières de penser, toutes ces croyances et tous ces dogmes. Tous ces dogmes. Alexandre Lomont, l'unicité de la laïcité française, vous la partagez? En fait, c'est vrai que on va dire que la France est allée très loin dans le processus de laïcisation, et ce qui fait qu'elle est singulière. En Allemagne, par exemple, on peut considérer que c'est aussi un État laïque à bien des égards, mais on trouve encore la possibilité, par exemple, pour chaque citoyen allemand, de payer un impôt, un 80e de ses revenus sur sa feuille d'impôt au culte qu'il choisit. Dans les écoles publiques en Italie, on a encore des croix dans les salles de classe. Je veux dire, c'est vrai que la manière dont la France a géré son rapport à la religion est un rapport, effectivement, où l'État est allé très loin, mais ça, c'est lié aussi à notre histoire spécifique. La construction de la laïcité, elle est liée à l'histoire de chaque pays. En France, jusqu'à fin 19e siècle, début 20e siècle, il y a quand même un acteur puissant qui s'appelle l'Église, qui contrôle un très grand réseau d'hôpitaux, de services sociaux, qui a du poids dans l'armée, qui contrôle un grand nombre d'écoles et qui s'oppose au régime républicain. Le régime républicain, lui, ce qu'il entend faire, c'est promouvoir deux principes, mais qui sont fondamentaux. Et ça va un peu à l'encontre de l'idée qu'on a de la laïcité, puisque souvent les gens définissent la laïcité par un interdit. La laïcité, c'est on ne peut pas faire ceci, cela. Or, l'article 1er de la loi de 1905, c'est clair, liberté absolue de conscience. Parmi cette liberté absolue de conscience, où en découle liberté d'expression et liberté de culte. Dans les cas définis par la loi, les limites, c'est-à-dire le respect de l'ordre public. Et en fait, en France, contrairement à ce qu'on peut croire, oui, on peut aller sur la plage en burkini. Bien sûr qu'on peut faire des prières de rue à partir du moment où le préfet l'a autorisé. La messe de Jean-Paul II au JMJ au pied de la Tour Eiffel, c'est une prière de rue et elle n'a ému pas beaucoup de monde. Je veux dire, concrètement, la marge, on peut ouvrir les églises comme on le souhaite. À partir du moment où l'ordre public est respecté, la liberté de culte, en fait, elle est très large et il y a beaucoup de pays au monde qui n'offrent pas cette liberté. Et le deuxième... Liberté de culte sur l'espace public très large. Très large. Et le deuxième principe, c'est le principe, en fait, d'égalité de traitement des citoyens par l'État. C'est-à-dire que l'État ne va plus prendre en compte les conceptions philosophiques, religieuses des individus, qu'on soit, quelles que soient ces conceptions, croyants, non-croyants, pour pouvoir délivrer des services à ces individus. C'est-à-dire que c'est à égalité de traitement. L'État et ses agents sont neutres, ils doivent être indifférents aux conceptions religieuses. Et au fond, vous voyez bien, on a déjà la notion de liberté et la notion d'égalité de traitement. Et quand on dit que la laïcité, c'est un principe qui doit sous-tendre les valeurs de la République, on a déjà la question de la liberté et on a déjà la question de l'égalité de traitement. La fraternité, ça sera vraiment le rôle de l'école. Alors l'école, justement, on vient d'en voir quelques images et puis on les reverra en cours d'émission. Rachel Joly, ça passe, Jean-Marcel Ingret a parlé de cette éducation à la laïcité, à ces principes, à ce principe fondateur alors, j'ai envie de dire valeur, mais en fait non, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas une valeur. Vous l'avez dit vous-même, Rachel Joly. C'est une forme de valeur, mais ça n'en est pas une à proprement parler. L'école, cette laïcité, pour l'éducation, ça passe par l'éducation populaire dont vous faites partie, et puis par l'école. L'école laïque. Oui, donc c'est vrai que nous, en tant qu'association, nous sommes amenés parfois à animer, à la demande d'établissements scolaires, d'animer des ateliers pour engager la discussion avec les élèves sur la laïcité, mais donc pas que à l'école, et même souvent d'ailleurs assez peu finalement. C'est plutôt dans les activités périscolaires que nous sommes amenés à intervenir. Sur les temps péri-extra-scolaires, auprès des centres sociaux, auprès d'enfants les mercredis ou dans le cadre des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité. Ça va crescendo ces actions auprès des jeunes ou pas?
En tout cas, souvent les professionnels se posent beaucoup de questions. Et souvent ils sont pas assez outillés, hein, que ce soit alors du côté de l'éducation nationale, peut-être Monsieur Lemont complétera, mais il y a eu depuis l'attentat de Samuel Paty quand même, je pense, un petit coup d'accélérateur, hein, sur la formation des enseignants, mais je suis pas la mieux placée pour en parler. En tout cas, nous, à la Ligue de l'enseignement, on forme les professionnels. Alors, soit on les forme en leur amenant de la connaissance, hein, tout simplement, et puis des outils pour aborder ce sujet-là, qui est un sujet compliqué, ou alors nous intervenons en direct, parce que parfois les professionnels préfèrent un tiers, un intermédiaire, enfin une personne pas forcément qui connaît pas forcément le groupe, pour intervenir sur ces sujets-là et de manière plus libre, plus facile. Et vous avez proposé en collaboration avec les municipalités en fin d'année dernière et puis en Oui. tout début d'année des ateliers, alors grand public hein, évidemment, avec des jeux de questions-réponses, des maquettes pour je veux dire, mettre en place l'espace public, etc. Voilà, c'est des choses qui seront réitérées, j'imagine, par votre organisation, la Ligue de l'enseignement. Ça s'appelait les journées de la laïcité, quel était le terme? Je l'ai mangé. C'était laïcité pour tous, c'était le thème Avec voilà, sur la semaine des actions, des du ateliers 9 décembre, divers. mais voilà, ça peut Alexandre se faire. Lomont, évidemment, quand on parle aux atteintes à la laïcité, on pense tout de suite à l'école, aux établissements scolaires. On a vu tout à l'heure des images de collèges, il y a aussi les lycées, il y a aussi évidemment les écoles primaires. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, sur notre département, pas de faits, j'allais dire, qui ont fait le buzz, pas de faits... Pas de faits dramatiques. Pas de faits dramatiques, bien sûr, heureusement, mais pas non plus de grosses problématiques. Mais pour autant, voilà, il y a des choses qui remontent quelle est la situation? Racontez-nous. En fait, Vous êtes enseignant à Thaon, notamment. À Thaon, oui. En fait, on a deux problèmes à régler. On a un problème qui est externe à l'école et un problème qui est interne. Le problème externe, effectivement, c'est les intrusions dans le système scolaire, dans l'école, des intrusions religieuses, à caractère religieux. Alors, c'est vrai qu'on est un département... Qu'est-ce que vous appelez par intrusion exactement? L'intrusion, c'est... Je vous donne deux exemples. Alors, pour le coup, deux exemples vosgiens. Ce sont des évangéliques qui distribuent des évangiles à la sortie de l'école, ce qui est strictement interdit aux élèves. On l'a vu à Thaon, on l'a vu à Épinal, par exemple. Donc ça, c'est clairement un problème, avec des gens qui vous expliquent que vous mentez très clairement aux élèves. Hein. Les gens, quand vous discutez avec eux, moi, je suis allé les voir, ils m'ont expliqué en fait que notre enseignement était totalement déviant par rapport à la vérité. Ou c'est le cas qui est évoqué par le ministre actuellement, mais ça commence en avril. Le cas des abayas, ces longues tuniques en fait qui sont portées au Moyen-Orient, avec des élèves en fait qui sont chauffés à blanc sur les réseaux sociaux en disant portez ces tuniques, expliquez bien que c'est surtout pas cultuel mais culturel, et venez tester la résistance de l'institution et vous verrez, si vous êtes rejeté, vous verrez bien que cette institution est fondamentalement islamophobe et raciste. Donc on a des agitateurs, c'est leur travail sur les réseaux, ils monétisent tout ça et ils envoient des gamins, des ados qui, dans la provocation ou parfois qui sont convaincus du discours, hein, viennent se confronter en fait à l'école. Et puis il y a un problème qui est aussi interne, c'est la question de la formation des enseignants. Rachel Joly en parlait, des enseignants sur cette question de la laïcité. Moi, je suis enseignant d'histoire-géographie, je n'ai jamais eu de formation initiale sur la laïcité. C'est la formation en fait, qu'on fait au cours de sa carrière. Et on a beaucoup de collègues qui se trouvent dans une situation difficile. Quand on voit la violence que peuvent générer les débats autour de la laïcité, enfin de Charlie à Samuel Paty, on peut comprendre que des collègues s'autocensurent, ne sachent pas comment aborder la question, et donc il faut pouvoir aller à la rencontre de nos collègues et puis essayer de remettre des choses un peu au clair sur ce qu'elle est, et surtout ce que ça implique pour nous en termes de posture professionnelle. Et c'est ça en fait la clé. Donc il faut... Avec quel degré d'intervention des enseignants, quel degré d'intervention des chefs d'établissement? Très rapidement là-dessus. Quand je dis intervention, c'est pour
changer une situation. Je sais pas, voilà, des évangéliques qui font de la promotion évidemment à l'entrée de l'établissement, ou des élèves qui arrivent en abaya. C'est compliqué. Sur le prosélytisme, c'est clair. À chaque fois qu'il y a un incident, il faut absolument le signaler. Alors le signalement, il va se faire au niveau de l'établissement, de l'académie, ou bien au niveau national. Quand je dis c'est compliqué, en fait, aujourd'hui, c'est très protocolisé, on va dire. Oui, mais en fait, encore une fois, il faut que on puisse déterminer si les objets qui sont portés ont ou non une connotation religieuse. Donc la difficulté pour les chefs d'établissement et pour les enseignants, c'est d'évaluer. Est-ce que c'est juste un vêtement, ou est-ce que ce sont d'autres comportements, le refus de la mixité, par exemple, le fait de rester toujours de manière communautaire dans l'établissement. En fait, ce n'est pas simplement un objet, c'est un comportement qui va être défini comme oui ou non prosélyte, et puis évidemment avec des refus d'enseignement. Le refus d'enseignement, alors les plus classiques, c'est le sport, l'éducation musicale et le chant choral, la SVT, l'histoire, la philo, le français. Voilà. Ce sont des matières qui sont quand même très souvent impactées par des comportements d'élèves qui font prévaloir leur conception religieuse sur le savoir qu'on veut leur apporter. Il faut juste une chose, l'enseignement public n'est pas là pour apporter des vérités aux élèves. Nous sommes là pour aborder toutes les questions possibles avec des points de vue différents. Aux élèves ensuite de définir quelle est la manière qu'ils vont adopter pour aborder le monde, avec quand même 2 lignes de mire. C'est toujours la liberté des individus, d'une part, et c'est l'égale dignité des individus, d'autre part. C'est-à-dire que tout n'est pas entendable. Ça veut dire que tout n'est pas entendable. On ne peut pas relativiser. Jean-Marcel Ingrès, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. On est sur les individus et l'émancipation des individus, quelconque soit-il. Et l'école a évidemment un rôle primordial à jouer là-dedans. Le respect des autres, l'esprit critique, l'argumentaire. Dès la maternelle, j'ai travaillé en maternelle. Eh ben, le petit garçon qui ne veut pas donner la main à une petite fille. Mon papa ne veut pas. Ben, oui. À l'école, il y a les règlements de l'école. Ben, à l'école, les petits garçons peuvent donner la main aux petites filles. Alors on ne dit pas à la maternelle, ça n'entache à rien ta virilité. Mais on a le droit. Parce que les filles, c'est l'égal des garçons. C'est des êtres humains. Que tu sois gros, que tu aies des oreilles décollées, mais tout ça, on s'en fout. C'est justement ça qui est intéressant. C'est la diversité. C'est ça qui nous enrichit, parce qu'on peut se poser des questions, on peut y réfléchir. On n'enseigne pas un dogme, ce n'est pas du catéchisme, nos écoles laïques et républicaines. Justement, on apprend l'esprit critique et le respect des autres. Donc ça, c'est fondamental. Ben, c'est ça la laïcité. C'est pas plus compliqué que ça. Rachel Joly, concrètement, je l'ai parlé tout à l'heure des actions que vous avez menées en fin d'année dernière et en début d'année à Saint-Dié, à Épinal, à Remiremont et à Neufchâteau. Ça passe par l'école, par l'appropriation évidemment de la part des enseignants de toutes ces difficultés autour de la laïcité, mais ça passe aussi par des actions à l'extérieur, vous l'avez dit, et en termes d'éducation populaire. Qu'est-ce que vous avez dans les tiroirs à la Ligue de l'enseignement pour toujours promouvoir et expliquer cette laïcité ? Eh bien, par exemple, là, je vais juste faire un petit focus sur 2 outils qu'on a proposés au mois de décembre. Donc, c'est une exposition, hein, c'est très simple, une exposition qui s'appelle Cité laïque, Cité C-I-T-E, hein, Cité laïque, donc qui est proposée, ça peut convenir aux enfants, aux adolescents, mais également aux adultes. Et c'est une exposition qui est, chaque panneau permet d'amener des repères historiques sur le thème de la laïcité. Il permet d'aborder à chaque fois la notion d'espace privé et la notion d'espace public, puisque c'est là que ça se joue.
Et on évoque l'école, le genre, le droit des femmes, etc. Et sur chacun des panneaux, on est amené, une fois qu'on a eu quelques éléments de connaissances et de repères historiques, on est amené à poser des questions de débat. Par exemple, j'en lis un là. Allez, et juste un exemple. Oui, juste un exemple. Quel mot te vient à l'esprit quand on te dit laïcité? Quelle image en as-tu? Peux-tu essayer de donner ta propre définition? Est-ce qu'il y a des endroits, des lieux où tu entends souvent parler de laïcité? Voilà. Par exemple, donc ça amène forcément de la discussion entre les jeunes, les moins jeunes, les personnes qui participent à l'atelier. Et ça permet parfois de déconstruire des idées fausses. Justement, je montre cet ouvrage que vous m'avez proposé, En finir avec les idées fausses sur la laïcité, Nicolas Cadenne. C'est un ouvrage facile d'accès, puisque c'est justement sous la forme de questions-réponses, vrai, faux. Vous nous en avez donné un exemple, mais il y en a des tas d'autres là-dedans, et puis des tas d'autres qu'on peut trouver sur les réseaux et sur les différents outils, et notamment ce que vous proposez, vous, au collectif 88 Laïcité, ou plutôt Laïcité 88. Jean-Marcel Ingret, très rapidement, c'est déjà la fin de cette émission. Très rapidement. On a beaucoup parlé de l'école, parce que, voilà, mais n'oublions pas les espaces publics. Voilà, les services publics machin. Et les services. Mais aussi, surtout, la laïcité, nos concitoyens qui travaillent dans les hôpitaux et dans les services médicaux, eux aussi, sont confrontés à ces difficultés par rapport à la laïcité. On avait prévu d'en parler, mais hélas, on n'a plus le temps. Jean-Marcel Ingret, non, je suis désolé, c'est un peu court. Mais évidemment, voilà, l'espace public est les services publics. Mais oui. Il y a ce qui se passe dans les préfectures, il y a ce qui se passe dans les mairies, et puis il y a un autre service public d'importance, c'est les hôpitaux. Vous avez bien fait de le repréciser, bien évidemment. Merci infiniment à vous trois de votre participation à cette émission. On aurait eu encore plein de choses à dire, mais on aura peut-être d'autres occasions, j'en doute pas. Merci, bonne continuation. Merci à vous. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.